Bonjour et bienvenue dans FinTech Club. Je suis Guillaume Broutard, DG France Benelux de Verifone, leader mondial du paiement. Tous les mois, je reçois les entrepreneurs et dirigeants du monde FinTech en direct de Station F, le plus grand incubateur de start-up du monde. Aujourd'hui, nous recevons Alexandre Roubaud, CEO et fondateur de Bitstack, une solution d'épargne automatique en Bitcoin. Nous allons parler crypto, néobanque, de l'université McGill, de Y Combinator, de levée de fonds et de bien d'autres choses encore. FinTech Club, c'est parti. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans FinTech Club. Merci. Merci de te joindre à l'exercice, un podcast sur Bitstack aujourd'hui. Alors je te propose de te présenter pour commencer. Donc moi c'est Alexandre, j'ai 26 ans et je suis aujourd'hui cofondateur et CEO de Bitstack. Mais peut-être que je peux déjà anticiper les prochaines questions et un peu parler de mon parcours avant Bitstack, ce qui m'a amené à créer Bitstack avec mon deuxième associé, puisqu'on est deux cofondateurs aujourd'hui, mon associé Kabir Sethi, et nous sommes tous les deux en fait des anciens de l'université de McGill. Donc on revient, je dis toujours, de longues années du Canada, puisque moi je suis parti à mes 17 ans pour aller étudier à l'université de McGill en école de commerce, donc à Montréal, au Québec, et lui était en école d'ingénierie. Et la seule raison, puisque c'est des grands campus américains, il y a plus de 40 000 personnes, la seule raison pour laquelle on s'est rencontrés, c'est justement qu'on avait tous les deux un intérêt commun pour Bitcoin à l'époque. Donc moi j'avais un projet, en tant qu'étudiant, je travaillais sur un projet en parallèle de mes études qui a été financé par l'université, qui était un projet de recherche et de développement sur des solutions d'audit sur Bitcoin pour des institutionnels. Et lui avait créé et cofondé l'association étudiante Bitcoin, crypto, blockchain, enfin tous ces sujets-là. D'accord. Donc il y avait des événements sur le campus, moi j'avais ce projet-là, donc je me suis pointé et on s'est rencontrés. Et pour là faire court, et peut-être on reviendra dans les détails, plusieurs années plus tard, donc on finit nos études, on fait chacun carrière de notre côté, puisqu'à l'époque c'était pas forcément évident qu'on allait travailler à 100% sur Bitcoin. Moi je décide de diriger le produit d'une fintech, donc dans les sujets de l'épargne et de l'investissement, mais pas sur de la crypto, parce que c'était un sujet qui m'intéressait. Et lui était ingénieur informatique dans différentes boîtes tech. Voilà, il y a eu plusieurs événements qui ont fait qu'un jour on a décidé de lancer une boîte. Et donc moi j'ai quitté mon poste, je lui ai pitché l'idée puisque je le connaissais du coup depuis quelques années. Il a quitté sa boîte aussi. Ça nous amène à 2021 où on a lancé officiellement Bitstack. On a créé la société en tout cas. Et aujourd'hui on est presque plus d'un an et quelques plus tard. Avec plein de super nouvelles, des super chiffres à partager. On a notamment levé 2 millions d'euros, mais on en parlera. Félicitations. Et voilà. Bon, écoute, ça a l'air effectivement passionnant. Donc je comprends qu'il y avait dès le début une passion commune sur la crypto, sur le Bitcoin. C'est ça. Qu'ensuite tu as travaillé dans l'épargne, sur des services financiers, qu'ensuite tu as un petit peu réuni les deux. Ton expérience et ta passion pour créer Bitstack. Bitstack, c'est la réconciliation entre deux sujets qui m'intéressaient. Un qui était devenu mon sujet pro, qui était l'épargne et l'investissement pour les particuliers. Donc je travaillais pour une boîte qui faisait ce qu'on appelle en Amérique du Nord, c'est un sujet qui s'est pas mal démocratisé, qui est le robo-advisory. Donc c'est de développer des portefeuilles personnalisés en fonction du profil de risque du client. Donc je suis un particulier, en fonction de mon âge, ma situation financière et mes objectifs financiers, donc mon horizon de temps pour mon investissement, on développait des portefeuilles diversifiés d'ETF, actions, obligations, cash, qui permettaient, avec différents poids sur les différentes classes d'actifs, pour avoir un portefeuille agressif, on appelle ça modéré ou conservateur, et du coup avoir des investissements personnalisés. Donc moi j'ai travaillé sur le produit, et quand on a un rôle de produit, ce qui est très cool, c'est qu'on touche tous les sujets, avec que ce soit l'équipe d'exécutifs, l'équipe technique, l'équipe conformité. Et donc j'ai un peu pu voir les rouages de comment monter une fintech finalement. Et en fait on se rend compte que c'est difficile, mais c'est pas si dur non plus, c'est pas impossible en tout cas, puisque les fintechs sont finalement... c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que moi je compare souvent ça à des Lego, des blocs de Lego. Okay. Une fintech, c'est vraiment mettre des briques existantes, des blocs de Lego ensemble et les assembler de la bonne manière. Et donc je me suis dit pourquoi pas, je pourrais le faire aussi. Et comme je travaille sur Bitcoin en parallèle, à titre personnel à ce niveau-là, effectivement, un des éléments déclencheurs était que la boîte pour laquelle je travaillais a été rachetée. Okay. Et donc je me suis posé une question de est-ce que c'est le bon moment pour passer à autre chose. Et j'ai voulu réconcilier ces deux mondes-là.
Et Bitstack, c'est donc une solution d'épargne en Bitcoin. Alors, juste avant de rentrer dans le détail de ce qu'est Bitstack, toi, tes premiers pas vers la crypto, donc c'était assez jeune, si je comprends bien. Alors, moi, j'ai été étudiant à McGill de 2014 à 2018. Je suis tombé dedans à ce moment-là. D'accord. Donc, 2016, j'ai dû en entendre parler pour la première fois. L'avantage que j'ai eu, c'est que moi, très rapidement, comme j'étais je passais plus de temps en dehors de la classe que dans la classe, dans les études américaines, on a Bien très sûr. peu de temps de cours. Et il se passe beaucoup de choses. Donc, c'est vrai qu'on a le choix de faire plein de choses. C'est un peu dans ça que j'ai commencé à passer mon temps. Et il y avait plein de on appelle ça des meet-up, plein de rendez-vous étudiants ou non d'ailleurs, qui rassemblaient tous les gens qui étaient un peu dans le Bitcoin. Bon, il n'y avait pas beaucoup de monde. Bon, ça commençait à se démocratiser, mais il n'y en avait pas beaucoup de monde. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes clés qui, eux, déjà travaillaient dans l'écosystème de manière importante et qui m'ont inculqué un peu les valeurs du Bitcoin, le potentiel, l'impact que ça pouvait avoir sur la société. Tu as commencé par investir, par acheter des bitcoins. Et en fait, très rapidement, j'ai monté un projet carrément. Donc, j'ai monté un projet avec deux amis à moi, deux autres anciens collègues d'université. On était 3. On a intégré l'accélérateur de l'université de McGill, qui nous a financé $15,000. Bon, quand tu es étudiant, que tu as $15,000 pour travailler sur un truc qui est sur le côté, c'est très cool, quoi. C'est incroyable. Plus tout l'accompagnement qui va avec, les rencontres qu'on a pu faire. Et en fait, ça nous a in fine permis de, être payé pour étudier Bitcoin et développer des solutions, enfin, tester des choses, expérimenter sur Bitcoin et rencontrer, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai pu aussi comprendre l'écosystème, tous les différents acteurs qui pouvaient exister, même si c'est pas forcément les mêmes aujourd'hui, mais en tout cas, quelle catégorie d'acteurs. Donc, il y a les fonds, ceux qui font de la conservation d'actifs, des fonds institutionnels, des high net worth individuals, des exchanges, etc., ou des plateformes, des solutions plus techniques. Et donc voilà, ça m'a permis en fait de comprendre un peu tous les rouages de l'écosystème et passer beaucoup de temps sur Bitcoin. Et voilà, les deux l'un dans l'autre. Et le projet, c'était un projet un peu expérimental de découverte, de compréhension de l'écosystème justement, où il y avait une ambition particulière, soit d'investissement, soit technologique? Alors effectivement, si on avait pu, l'idée c'était de créer un business sur ce projet-là. Après, j'en parle plus comme un projet expérimental parce que on savait pas ce qu'on faisait. Bon, c'est le but, c'est l'histoire de toute boîte au début de toute façon. Mais ça a découlé sur rien finalement, puisque en fait c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment plein de facteurs pour qu'une boîte, pour que ça marche pour une boîte, notamment si comme on était étudiant, il y a souvent le sujet de qu'est-ce que chacun des cofondateurs veut faire post ses études, est-ce qu'ils veulent vraiment lancer le projet. C'était pas forcément le cas vu qu'on était 3. On n'avait pas réussi à trouver réellement un genre de product market fit. Donc à l'inverse, on a tiré le positif qui était d'en apprendre énormément sur le sujet. Oui. Et même malgré le fait que j'ai fait autre chose pendant 3 ans après, 3 ans plus tard, ça a pu porter ses fruits. Par l'apprentissage. Donc, c'est ça. Et c'était, ce projet, c'était déjà un projet que tu avais monté avec Kabir ? Non, justement, c'était 2 autres collègues à moi qui eux étaient techniques aussi, puisque moi j'ai pas de background technique, en tout cas assez pour être vraiment la personne pour s'occuper de toute cette partie-là. Donc c'était 2 amis à moi, un qui était à l'université de McGill en école d'ingé aussi, et un autre qui était dans l'école d'IA, puisqu'il faisait son doctorat en intelligence artificielle, donc rien à voir, mais il s'intéressait sur le sujet. Et c'est 2 personnes que je connais toujours, mais c'est pas avec eux que j'ai monté Bitstack, non. Ok. Et donc là, vous quittez, quittez, donc vous vous rencontrez à McGill, puis vos chemins se séparent. C'est ça. Et vous vous retrouvez 2-3 ans après pour monter Bitstack. C'est ça. Alors, en fait, c'est d'abord de mon côté, donc je travaille pour cette solution d'épargne. Comme je dis, il y a eu plein de facteurs qui ont fait que c'était le bon moment pour moi de lancer Bitstack. Donc le premier, j'avais toujours dans le coin de la tête une ambition de revenir en France et en Europe. Pourquoi ? Bon, il y a plein de raisons, mais je trouvais toujours ça intéressant. Bon, c'est là où il y a ma famille aussi et ma vie personnelle. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais dans le coin de la tête, mais je ne savais pas quand. Deuxième point, il y a eu un déclenchement plus dans ma côté carrière pro, qui est le rachat de la boîte pour laquelle je bosse. Tout à fait. C'est toujours un moment où on se pose des questions, parce que comme les choses vont changer, c'est une bonne opportunité pour voir si on veut soit rester et se réengager dans la prochaine aventure, soit passer à autre chose. Et donc là, je me dis, potentiellement, je passe à autre chose. Ça faisait longtemps que je commençais à comprendre le sujet de l'épargne et le sujet du Bitcoin. Et donc, je me suis dit, s'il y a une fenêtre de tir, c'est celle-ci. Et il y a un dernier facteur qui est quand même très important, parce qu'on en parlera, je pense, après.
il s'avère qu'en parallèle, vu qu'on est en 2019, la loi Pacte est votée en France. Et suite à la loi Pacte, l'enregistrement PSAN se crée. Et pourquoi ça c'est intéressant que pour beaucoup de gens, la partie réglementaire fait... Un peu préciser la loi Pacte Alors la loi Pacte, ça en dehors de mes compétences dans le sens où c'est une loi qui a introduit plein de des cadres réglementaires sur différents sujets, sur l'investissement, il n'y a pas que la crypto dedans, mais dedans justement il y a un volet sur toute la partie réglementation crypto. Pour la première fois, avant ça, il n'y avait pas de réglementation crypto. Officiel, institutionnel. Exactement. Vers la crypto. Okay. Exactement. Et du coup, l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers en France, crée donc un cadre réglementaire spécifique pour les prestataires de services sur l'actif numérique, les PSAN, qui sont des acteurs crypto, un cadre réglementaire pour qu'ils puissent opérer légalement en France sous certaines directives. Et donc, nous, on a vu ça comme une opportunité, puisque qui dit réglementation dit plus grand gage de confiance envers ses clients, une solution crédible, voilà, plein de raisons. C'est et peut-être donc, effectivement ce qui manquait à cette époque. D'après nous, c'est ce qui manquait. Pour que l'univers crypto se démocratise véritablement et voilà. prenne son envol. On peut toujours débattre, il y a du positif et du négatif, mais un cadre réglementaire, c'est du positif. Et du coup, on l'a vu comme une opportunité, effectivement. Et donc ça, c'était un peu la dernière pièce du puzzle. On est rentré à ce moment-là parce qu'on s'est dit, il faut faire partie des premiers à être enregistrés, du coup, PSAN. Et on est rentré, voilà. Donc je dis souvent qu'il y a plusieurs étoiles qui sont alignées, plusieurs facteurs. En tout cas, il y a une suite logique qui amène, je pense, un entrepreneur à démarrer. Et la mienne, c'était celle-ci. Ouais. Ça s'est fait assez vite en tout cas. C'est beau. Oui, c'est vrai que ça s'est fait assez vite, rien n'est gagné, mais ça s'est fait assez vite. Ouais. Alors Bitstack, est-ce que tu peux nous expliquer simplement en quelques mots l'ambition, la vision de Bitstack, ce que ça apporte sur le marché? Ouais, Bitstack, on est parti d'un constat très simple qui était le sujet de l'épargne, comment aider les gens à épargner, et le deuxième c'était comment épargner sur une classe d'actifs qui était alternative. Et qui a une proportion de valeur intéressante, celle du Bitcoin, avec une offre fixe, 21 millions de Bitcoin, il n'y en aura jamais plus. Donc comment vraiment en fait épargner et protéger son épargne sur la durée. Et donc Bitstack, en partant de ce constat-là, on a développé une proposition de valeur très simple, qui est de permettre à n'importe qui d'épargner en Bitcoin sans aucun effort. Et comment ça s'est concrétisé très précisément, on a développé cette mécanique de l'arrondi automatique, qui permet en fait à n'importe quel utilisateur de connecter son compte bancaire, LCL, Crédit Agricole, BNP, n'importe quel compte bancaire que vous avez en France, à l'application. Et une fois que vous allez faire des dépenses avec votre carte LCL, disons, Bitstack va arrondir sa dépense à l'euro supérieur et investir la petite monnaie en Bitcoin. Donc je prends toujours l'exemple du café acheté 2,60 €, il est arrondi à 3 € et les 40 centimes de différence sont épargnés automatiquement par l'application et convertis en Bitcoin. C'est exclusivement en Bitcoin. Exclusivement en Bitcoin. Crypto. C'est ça, on fait que du Bitcoin. Okay. Il y a une raison pour... Ouais, il y a une raison. Simple, c'est plus... Il y a deux raisons que je souligne souvent. La première, c'est que c'est plus simple, exactement. Ça permet d'avoir une proposition de valeur la plus claire et la plus simple possible. Et sur un marché consumer où on veut toucher un peu le grand public, c'est important parce que ça donne beaucoup plus de clarté sur la proposition de valeur du produit. Et comme je dis toujours, le Bitcoin, c'est quelque chose dont beaucoup de personnes ont entendu parler maintenant. Mais la crypto, ça fait peur. Quelle crypto ? Pourquoi celle-ci ? Pourquoi pas l'autre ? Qu'est-ce que c'est ? Enfin, voilà, ça soulève plus de questions que ça en répond. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, je vais la faire bref parce que ça pourrait être tout un sujet, c'est pourquoi Bitcoin a une proposition de valeur intéressante sur l'épargne, est un bon outil d'épargne, et pourquoi les autres cryptos ne le sont pas. Les autres cryptos sont beaucoup plus des actifs, des titres financiers spéculatifs, versus le Bitcoin qui a eu une conception unique dans sa création en 2008 par Satoshi, et où il ne s'est pas attribué des jetons. Enfin, voilà, on est parti de zéro, le protocole est ouvert, et c'est aujourd'hui le réseau le plus sécurisé, le plus décentralisé, qui fonctionne sans censure. Enfin voilà, c'est un vrai truc, entre guillemets. Et les cryptos, c'est plus des équipes qui ont lancé des choses, des projets. Ça ressemble beaucoup plus à une startup. Bitcoin, ça a une ambition d'être une monnaie. C'est différent. Donc l'objectif de Bitstack va être donc l'épargne automatique, c'est ça, selon donc l'arrondi automatique lors de dépenses du quotidien, mais pas nécessairement la spéculation. C'est une des raisons pour lesquelles vous vous concentrez
uniquement sur Bitcoin, même si derrière, bien évidemment, il y a l'intérêt de la valeur de Bitcoin qui augmente. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de se positionner sur l'épargne. Et pas, enfin, même le choix du mot épargne. Et voilà, parce que c'est pas de l'investissement, c'est pas du trading, c'est de l'épargne. Exactement. Ce qui est aussi important parce que Bitcoin reste un actif volatile. Moi, je suis obligé de le rappeler. On le voit, les fluctuations du prix sont importantes. Mais qui dit épargne aussi dit une autre horizon de temps sur la durée de l'épargne. On sait qu'en France, les gens épargnent en moyenne pour au moins 4 ans. Enfin, ça dépend des objectifs de vie, mais c'est au moins 4 ans. Nous, sur Bitstack, on a sondé nos utilisateurs. On a plus de 90% des utilisateurs qui veulent les détenir pendant plus de 3 ans. Et on a plus de 30 ou 40%, j'ai plus le chiffre en tête, qui veulent le détenir pendant plus de 10 ans. Donc on pense qu'on a réussi à communiquer cet aspect de épargne sur la durée, parce qu'il y a aussi, il faut faire donc ce qu'on appelle le dollar cost averaging, qui est d'effectuer des investissements ou des dépôts réguliers en fait, c'est une stratégie d'investissement pour mitiger l'impact de la volatilité sur son portefeuille. Donc je donne un exemple, si j'ai 1000 euros à investir et que je mets 1000 euros, après en fait on croise les doigts, c'est soit ça monte et son portefeuille se valorise, soit ça descend et je perds de l'argent. En revanche, si vous avez 1000 euros à investir et que vous faites 100 euros par mois pendant 10 mois, vous allez investir la même somme, mais ce qui va se passer, c'est qu'au moment où le prix va monter, vous allez en acheter un peu moins, quand ça va descendre, vous allez en acheter un peu plus, et ça va lisser la courbe. Mais quelque part, c'est aussi une façon de stopper la frénésie de micro-trading à haute fréquence qui va acheter et vendre en fonction des fluctuations du Bitcoin. Exactement. Et donc là, vous vous concentrez sur une épargne, donc quand même un investissement, mais sur le long terme. Sur le long terme. Et donc qui, sans garantie toutefois, puisque ça reste quand même une monnaie qui fluctue, vous apporte quand même une confiance, une sérénité sur le long terme. C'est ça. Et non, absolument. Et c'est important puisque, justement, et on en reviendra après aussi, le choix de Bitstack, c'était d'être vraiment dans une démarche de démocratisation du Bitcoin en France et ailleurs. Dans cette démarche de démocratisation, ça voulait dire aller chercher une cible de clients qui sont ce que nous on appelle soit des crypto-curieux ou des néophytes, tout simplement des débutants, qui ont entendu parler du Bitcoin maintenant depuis plusieurs années, puisque c'est un sujet qui est passé dans les journaux, à la télé, etc. Et comment permettre à ces gens-là d'investir sans aucune connaissance d'investissement, sans aucune connaissance technique, sans aucune connaissance sur le Bitcoin. Et donc l'arrondi automatique notamment, mais on peut faire plus dans l'app, on peut aussi ce qu'on appelle programmer un achat récurrent, c'est-à-dire je veux avoir un montant défini pour le coup et une fréquence prédéfinie aussi, donc 10 euros par semaine, 100 euros par mois, 500 euros par mois, peu importe. Mais toutes ces règles d'épargne, enfin ces deux méthodes d'épargne, l'arrondi et le récurrent, finalement, en sous-jacent, il y a cette stratégie de DCA, donc de dollar cost averaging dont on a parlé. Et ça, c'est important parce que c'est des gens qui veulent pas s'occuper de... les gens veulent pas trader, veulent pas essayer de déterminer quel est le bon moment pour acheter. Et c'est ça qui est important. Il n'y a pas de bon moment pour acheter. Il faut faire c'est une stratégie prouvée. Hein. Il faut y aller. Le bon moment, c'est maintenant. Il faut enlever l'émotionnel du trading, puisque c'est connu qu'on perd de l'argent si statistiquement on essaie de timer le marché, de chronométrer le marché. Et donc là, on enlève l'émotionnel, on établit un plan récurrent, et ça permet de s'exposer à la performance haussière, qui est haussière du coup pour le Bitcoin, mais il faut avoir cette conviction-là sur le long terme. De toute façon, effectivement, l'approche est tout à fait nouvelle, puisque elle ne s'adresse pas à ceux qui sont déjà dans le Bitcoin depuis 10 ans, 15 ans, qui sont des investisseurs, qui sont là pour la spéculation. En tout cas, ça a été les premiers pas. Là, tu vas chercher ceux qui n'y sont pas encore. Ou ceux qui y sont, mais qui veulent rentrer dans une logique plus confortable, plus traditionnelle. Et comme tu disais, les néophytes qui aimeraient, mais qui ne savent pas forcément comment. Et tu leur apportes une solution simple de rentrer dans l'univers Bitcoin. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, c'était tout l'intérêt de l'arrondi. On en a parlé un petit peu juste avant en off, mais c'est que c'est extrêmement indolore. Et ça, c'est ce que nos utilisateurs nous disent toujours. Et en fait, c'est je dépense et j'épargne en même temps. Et ça, c'est assez fort parce que il faut savoir que l'épargne, c'est difficile pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que pas tout le monde peut dégager un peu d'épargne chaque mois. Beaucoup de gens, il y a plein d'études, vivent quand même... c'est à la fin du mois qu'on sait qu'est-ce qui nous reste. Et en fait, quand on a
méthodologie-là, du coup, c'est pas une bonne méthodologie, elle n'est pas proactive. Et pour d'autres, ils savent pas, ils n'ont pas de plan d'épargne en fait, tout simplement. Et là, l'arrondi, les gens aiment dépenser. C'est ça le constat. Les gens dépensent déjà, et en fait, si on arrive à rattacher l'épargne dans la dépense, c'est ludique. C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif de te dire que quand tu vas aller acheter ta baguette de pain, tu vas épargner en Bitcoin en parallèle. Tu vas épargner tu et vas en dépenser Bitcoin. 1,20€, les 80 centimes, ils vont être automatiquement placés sur une épargne en Bitcoin grâce à Bitstack. Exactement. Okay. Alors comment ça marche en fait? Comment ça se met automatiquement? Comment ça se connecte au paiement, à la carte, au compte? Alors concrètement, on va rentrer un peu dans l'opérationnel du produit. Alors on va parler pour l'arrondi automatique, mais ça sera la même déduction pour les autres méthodes les autres moyens d'acheter du Bitcoin. D'abord, vous allez connecter votre compte bancaire à l'application. J'en profite du coup pour un peu expliquer, parce qu'on a souvent beaucoup de questions là-dessus, notamment autour de la sécurité. Et c'est très pertinent et c'est important de le préciser. La Commission européenne, c'est aussi un marché, j'allais dire, ou une technologie réglementée. C'est-à-dire que la Commission européenne a voté un texte de loi qui s'appelle le DSP2, qui est la directive sur les services de paiement numéro 2, puisqu'on a eu une première et là c'était la version 2, qui encadre tous les services de paiement en France. Et services de paiement, ils incluent là-dessus ce qu'ils appellent l'agrégation de comptes, donc l'agrégation des données bancaires. Et ça fait deux choses. Un, ça a permis aux banques, en fait, ils ont forcé les banques à mettre à disposition les données clients à leurs clients. Parce que si tu es client LCL et que tu veux pouvoir bénéficier d'une nouvelle technologie qui analyse tes données bancaires, il faut que tu puisses le faire, et les banques, elles ne peuvent pas non plus avoir le monopole de tes données bancaires. Donc forcer les banques à mettre à disposition les données à leurs clients. Et deuxièmement, encadrer l'utilisation de ces données-là pour quand même pas que ça soit mal géré par d'autres acteurs potentiellement malveillants ou autres. Et donc il y a tout un marché qui s'est développé, et aujourd'hui il y a des prestataires qui sont des agrégateurs de comptes. Il y a notamment Tink qui est une filiale de Visa maintenant, donc on va dire que ça s'est bien développé. Il y a aussi le paiement de compte à compte. Le paiement de compte à compte, la connexion bancaire, ils font souvent ce qu'on appelle l'AIS pour Account Information Service, et PIS, Payment Initiation Service, c'est les deux technos. Il y a Budget Insight qui s'est renommé à Pawens maintenant, qui est aussi un acteur français important sur le sujet. Et donc on travaille avec ces acteurs-là pour permettre à nos utilisateurs de connecter leur compte bancaire de manière sécurisée, puisque nous, du coup, Bitstack, on n'a jamais accès à leurs identifiants bancaires. Donc on n'a pas accès, on peut pas réellement accéder à leur compte. En fait, on a juste un accès en lecture seule. Donc on n'a pas leurs identifiants bancaires, on les stocke pas, on les voit jamais d'ailleurs. En revanche, on obtient un accès qui est protégé en lecture seule, donc on ne va pas effectuer d'opérations sur leur compte. Donc ça, c'est comme ça qu'on calcule l'arrondi automatique. Une fois qu'il connecte son compte bancaire, l'utilisateur, nous, on va pouvoir accéder à ces transactions et calculer mathématiquement l'arrondi à l'euro supérieur. Une fois qu'on a l'arrondi calculé, on crée une cagnotte dans l'app. Donc je dépense le lundi, je dépense le mardi. Comme on n'effectue pas de micro-transactions, puisqu'en fait on n'a déjà pas accès à l'information en temps réel, c'est ça. puisque les banques ne postent pas l'information en temps réel notamment. Donc c'est pas J plus combien que une banque classique, c'est au moins 4 heures. 4 parfois on l'a quand même dans la même journée, au plus tard le lendemain. Par contre, si c'est des néobanques, on l'a instantanément pratiquement. Il y a un délai de flux d'informations, mais voilà, on l'a pas en instantané. Finalement c'est binaire, c'est soit on l'avait instantané et on pouvait faire épargner en instantané, mais on l'a pas. Et deuxièmement, d'un point de vue business model, la microtransaction, c'est compliqué, on le sait pour plein de raisons. Donc on a créé une cagnotte, comme finalement ce qu'on retrouve à la maison quand on épargne la petite monnaie de manière manuelle. On crée une cagnotte, et à chaque fois qu'il y a la petite monnaie, on remplit cette cagnotte. Donc dans l'application, les gens peuvent voir plus 20 centimes, plus 60 centimes, plus 30 centimes, tout au long de la semaine. Et en fin de semaine, la cagnotte, on nous posait la question, représente combien? En moyenne, entre 10 et 15 euros. Donc l'arrondi, ça... Par semaine. Ouais, par semaine. 40 à 60 euros par mois, ça fait quand même 600 et quelques euros par an. Rien qu'avec l'arrondi. Excellent. Donc comme on le disait, de manière indolore. Et là, on prélève l'utilisateur. La cagnotte là dont tu parles, elle est sur l'appli. Ouais, mais sauf que là, c'est virtuel, c'est vraiment des chiffres. En fait, on t'a pas prélevé encore. Donc nous, on tient les comptes en fait. On dit, il y a eu 20 centimes, plus 30 centimes. Et à la fin de la semaine, c'est là qu'on va effectuer un prélèvement. Pas sur le compte puisqu'on ne peut pas, mais sur la carte bancaire. Donc on va demander à l'utilisateur d'ajouter une carte bancaire comme mode de paiement. Donc là, ça va être un prélèvement CB. Donc tu ajoutes, je dis n'importe quoi, ta carte aussi LCL si tu avais lié ton compte LCL et que tu veux que tout se fasse sur la même chose. Tu ajoutes ta carte LCL et nous, on va prélever ta carte LCL pour 12,56 € par exemple. Et c'est à ce moment-là où le paiement effectué qu'on convertit les bitcoins. On effectue un ordre d'achat, on convertit les euros en bitcoins.
Et donc, je repose la même question, mais une fois que la cagnotte donc, est terminée, à la fin de la semaine, que vous faites ce prélèvement, CB, et que vous convertissez ces euros en Bitcoin, cette épargne, elle est sur le compte Bitstack, en fait. Elle est sur l'appli. Les Bitcoins sont sur la blockchain. Nous, finalement, quand vous y accédez via l'appli. Oui, alors l'utilisateur y accède via l'appli. Nous, on va ressembler à une genre de banque dans le sens où nous, on va conserver les fonds pour le compte de nos clients. C'est d'ailleurs ce qui est aussi encadré dans l'enregistrement PSAN. C'est la conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers. Mais la conservation de Bitcoin, ce que j'avais juste précisé, c'est que c'est la conservation des clés. En fait, nous, on conserve la partie importante, c'est la conservation des clés. Les clés permettent de dépenser les Bitcoins qui sont sur la blockchain. Donc nous, il faut qu'on conserve les clés de tous les Bitcoins de nos utilisateurs. Et les utilisateurs y ont accès via l'appli. Et c'est très important pour nous. Ils ont toujours le contrôle sur leur argent, évidemment. Et donc, il y a deux façons de sortir son épargne. La première, c'est de vendre, tout simplement. Donc, dans l'application, il y a un bouton « Vendre ». Et là, il y a un ordre de vente qui est fait instantanément. Je reconvertis les bitcoins en euros. Okay. Et nous, on initie un virement bancaire. Donc, l'utilisateur reçoit ses fonds en 1 à 3 jours ouvrables, en fonction de la banque. Et deuxièmement, c'est de sécuriser ses bitcoins soi-même, puisque le bitcoin a l'avantage d'être un protocole ouvert. Donc, l'utilisateur peut envoyer ses bitcoins depuis Bitstack sur un portefeuille externe. Ça peut être une autre plateforme, donc une autre plateforme de crypto-monnaie. Ça peut être son portefeuille personnel, puisqu'on peut télécharger aujourd'hui des portefeuilles sur ordinateur ou sur mobile où on détient soi-même sa clé privée, justement. Et donc, l'utilisateur peut envoyer ses bitcoins pour les sécuriser lui-même, et comme ça, Bitstack ne s'occupe plus. Ok. Mais là, ça reste du bitcoin. Et ça reste du bitcoin. Okay. Excellent. Ok. Voilà, donc ça, c'est un peu le fonctionnement de l'app. Si j'ai entre 500 et 1000 euros en fait, d'épargne Bitcoin, à la fin de l'année ou n'importe quand, en fait. C'est ça. Je peux décider d'utiliser cette épargne, donc soit de la sécuriser en Bitcoin, soit de la convertir en euros pour bénéficier de cette épargne, bénéficier potentiellement de la valeur qu'elle a prise via la hausse de la valeur du Bitcoin, et ensuite la convertir pour effectuer d'autres achats. Okay. L'épargne, c'est effectivement, tu le rappelles, c'est vrai que les gens parfois se disent, bon, je vais garder mes Bitcoins tout le temps ou pas très longtemps, mais l'objectif, c'est de financer des objectifs de vie. En France, on les connaît, toutes les études le démontrent, c'est les priorités des objectifs de vie des Français, c'est une maison, sa résidence principale, on va dire. C'est se créer, préparer sa retraite, préparer l'avenir de ses enfants. Et après, il y a une genre de long tail de plein de trucs, les voyages, les cadeaux, etc. Mais ça, c'est un peu les grandes lignes, la retraite, les enfants et la résidence principale. Donc effectivement, au bout d'un moment, l'objectif, c'est de financer ces objectifs de vie. Oui, parce qu'on est sur une épargne qui, se reposant sur le Bitcoin, qui a une valeur haussière, même si elle fluctue. Donc il y a quand même un risque, mais comme dans tout investissement, c'est que potentiellement, si ça augmente plus que d'autres valeurs, ça va augmenter le pouvoir d'achat de la personne qui a épargné en Bitcoin. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une réelle... les Français, en tout cas, et les gens en général, se posent de plus en plus de questions sur son pouvoir d'achat. Bon, on l'a vu parce qu'il y a eu plein d'événements macroéconomiques, dont une inflation un peu galopante. Et le Bitcoin est assez intéressant pour ça, puisque ça a une proportion de valeur unique, qui est que la politique monétaire de la monnaie, donc le Bitcoin, et elle, contrairement aux monnaies fiat qui sont imprévisibles et inflationnistes, le Bitcoin a une politique monétaire qui est prévisible et désinflationniste. Prévisible parce qu'on sait qu'on peut regarder le graphe, ça part de zéro, donc il y a eu 0 Bitcoin quand ça a été créé, et là, il y avait une règle mathématique qui déterminait combien de Bitcoin allait être créé pour atteindre les 21 millions. Donc on émet des jetons, et c'est pour ça qu'elle est désinflationniste, parce que on crée des bitcoins, mais cette augmentation diminue dans le temps, parce que tous les 4 ans, on en crée 2 fois moins. Donc on a un graphe qui atteint les 21 millions et qui se cape à 21 millions, où on ne créera plus de bitcoin. Et donc l'offre, elle est fixe. Et l'offre fixe, c'est intéressant, puisque la monnaie, ça reste quand même de l'offre et de la demande, enfin, ou comme tout produit. Donc si l'offre, elle est fixe et que la demande est croissante, puisque le Bitcoin répond à un besoin d'avoir une monnaie qui n'est pas censurable, qui permet d'échanger de la valeur instantanément, presque sans frais, de partout dans le monde, la demande monte, l'offre est fixe, le prix monte. Voilà. Pour les gens se demandent pourquoi le prix monte, c'est pour ça que le prix monte. Ok, très intéressant. Et alors, la question que je me posais, c'est, vous avez véritablement la vocation, la vision de démocratiser le Bitcoin.
vous allez chercher des personnes qui n'y sont pas forcément allées sur ces 15 dernières années, mais qui se posent des questions, qui voient quand même qu'il y a potentiellement un intérêt, mais qui doivent être quand même un peu sensibles aux risques que ça peut représenter. On a vu des montées vertigineuses, des chutes vertigineuses de la valeur du Bitcoin, même si ça remonte. Comment tu arrives à sécuriser, à rassurer ces personnes, directement ou indirectement, puisqu'on va en parler aussi sur votre business model, comment vous allez chercher ces nouveaux clients, mais comment tu arrives à les rassurer par rapport à cette valeur qui n'est pas une valeur refuge, mais qui est quand même là sur un service traditionnel? C'est une bonne question, c'est un peu tout le challenge. Qui dit démocratisation, comme tu l'as très bien dit aussi pédagogie, dit accompagnement. C'est le travail qu'on essaie d'effectuer au quotidien. Donc tout ça pour dire, je n'ai pas forcément la réponse clé, puisque sinon ça serait trop facile. En revanche, on a essayé plein de choses. Effectivement, ça part des messages, que ce soit directement au moment de l'acquisition client, dans nos pubs, dans d'autres choses. Mais aussi sur le contenu concret, nous. Donc on a effectivement aussi d'ailleurs un blog et un podcast qui s'appelle Comprendre Bitcoin, qui a pour vocation de faire exactement ça, d'éduquer, de faire de la pédagogie sur qu'est-ce qu'est Bitcoin, pourquoi épargner en Bitcoin, comment sécuriser ses Bitcoins. Donc on touche plein de sujets. Et donc on essaie petit à petit d'expliquer, de démocratiser, de faire ce travail de pédagogie pour que nos utilisateurs comprennent que, il y a un risque, mais que c'est aussi le chemin naturel du Bitcoin, puisque ça reste un actif nouveau. On parle d'une capitalisation autour des 300 milliards, si je ne dis pas de bêtises en ce moment, ce qui est beaucoup, mais ce qui est aussi pas beaucoup pour un actif financier. Donc c'est pour ça que le Bitcoin est volatile. Et la volatilité du Bitcoin diminue dans le temps, parce que la capitalisation prend en ampleur. Donc d'expliquer que c'est normal. Et donc, ça c'est la première partie. Et il y a la deuxième partie, qui est aussi toute l'expérience produit qu'on crée pour que, là c'est plutôt implicite, c'est moins explicite, implicitement qu'on crée une expérience où l'utilisateur n'a pas à se soucier de la volatilité, et c'est là où on referme la boucle avec ce qu'on disait plutôt sur le dollar cost averaging. Pourquoi on a créé une expérience produit pour ceux qui utilisent l'app ou qui utiliseront l'app? Vous verrez, on n'est pas comme un exchange, une grosse plateforme de courtage comme pour acheter des actions, où il y a plein de, justement c'est pour ça qu'il n'y a que le Bitcoin, il n'y a pas plein de crypto-monnaies. C'est pas sur l'achat-vente et cet aspect, j'essaie de chronométrer le marché, acheter au bon moment, revendre quand c'est plus haut. Nous, c'est vraiment tourné où je crée un plan d'épargne et je touche plus. Et statistiquement, c'est ce qui marche le mieux pour mitiger la volatilité, c'est de ne pas toucher à son épargne. On dit, je peux mettre 10 euros par mois, je mets 10 euros par mois et après je regarde dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, etc. Et ça se valorise. Donc c'est à la fois dans la communication, dans le contenu concret, et à la fois sur l'expérience produit qu'on a développée, qu'on va essayer de créer cette expérience d'épargne et non pas d'investissement. Et voilà. En tout cas, ça a l'air de bien fonctionner, vu que tu me disais tout à l'heure que vous avez reçu 30 000 comptes en 9 mois. C'est ça. 30 000 comptes ouverts en 9 mois. On a lancé l'application officiellement sur les App Store, donc pour iOS et Android, en juillet 2022. On a effectivement annoncé qu'on a levé 2 millions d'euros en début, on l'a annoncé en avril de cette année, 2023, si je ne dis pas de bêtises, autour de ces eaux-là. Donc en 9 mois, on a répertorié, ce qu'on a communiqué dans notre communiqué de presse, c'est plus de 30 000 comptes ouverts, plus de 25 000, mais finalement, quelques semaines après, on a recommuniqué sur le fait qu'on venait de passer les 30 000. Donc en ce moment, avec un taux de croissance de plus de 20% par mois. Donc on a vraiment un momentum impressionnant. assez incroyable. Et plein de chiffres intéressants. On parlait de 50% de primo-acheteurs. Donc vraiment le chiffre clé qui montre cette partie de démocratisation. On n'est pas sur des gens qui sont déjà dans la crypto, qui eux ils cherchent autre chose. Nous on est sur l'épargnant moyen en France. Pas tant que ça, puisqu'il y en a quand même 50% qui étaient déjà dans... Ouais. Alors il y a différents... C'est ça, en fait on a deux personas clés, deux cibles clients clés. On a la personne qui est dans la crypto qui cherche juste une manière un peu ludique et consistante de mettre de l'argent de côté, puisque c'est son compte épargne habituel. L'épargne l'intéresse. Voilà. C'est une épargne en Bitcoin, donc ça fait du sens pour lui aussi. Et après il y a le néophyte, primo-acheteur, crypto-curieux, qui lui a entendu parler du Bitcoin, ne s'y est jamais mis, mais souhaite peut-être le faire. Et Bitstack... lui parle puisque là on a juste à connecter son compte bancaire et plus rien à faire. Donc on a eu tous ces chiffres là. Autre chiffre intéressant qui intéresse pas mal, c'est le panier moyen d'épargne sur Bitstack. Un utilisateur
un utilisateur de Bitstack, en moyenne, il met 100 € par mois. Entre l'arrondi automatique, le fait de pouvoir mettre des achats récurrents en plus ou à la place, et aussi le fait qu'on peut acheter ponctuellement du Bitcoin, évidemment, ça reste une fonctionnalité clé. Par carte, instantanément, j'achète à partir de 1 € d'ailleurs, ça faisait partie de notre démarche de démocratisation, donc à partir d'1 €, on peut acheter du Bitcoin instantanément. Et donc, combo de ces trois méthodes pour acheter du Bitcoin, c'est 100 € par mois le panier moyen. C'est beau quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et quel est le business model alors derrière Alors c'est pour ça que je mentionne ça, puisque ça fait le pont sur le business model, puisque nous, on prend aujourd'hui 1,99% de frais sur les ordres d'achat et les ordres de vente. Donc sur un panier moyen de 100 €, pour reprendre cet exemple, ça me rend la vie facile en plus, ça fait 1,99 € de frais par mois. Et après, si on revend ces bitcoins, on repaie 1,99%, ou si on les retire, là, il n'y a pas de frais. Si on sécurise soi-même ces bitcoins, là, on fait un envoi de bitcoin, il n'y a pas de reconversion. Excellent. Et vous avez des concurrents aujourd'hui ? Alors, on a des concurrents qui sont directs, sur le même indirects. créneau d'épargne bitcoin Notamment, alors bon, chacun avec ses différences et ses nuances, mais nous, comme on a cartographié entre guillemets le secteur, il y a d'un côté les grosses plateformes d'échange, donc bon, sans les nommer, mais celles qui sont connues. Ensuite, de l'autre côté, il y a les néobanques, donc on va avoir aussi toute une panoplie de néobanques qui, eux, ont une proposition de valeur différente, mais qui en plus permettent à leurs utilisateurs, en service annexe, d'acheter des crypto-monnaies. Et après, il y a vraiment les plus petites startups qui là peuvent être plus sur le créneau sur lequel on est, qui est l'épargne ou l'investissement en Bitcoin ou est beaucoup en crypto, sur des portefeuilles diversifiés de crypto. Mais nous, c'est pour ça qu'on a fait un choix d'être que sur le Bitcoin pour être un peu laser focus sur ce sujet-là et garder la proposition de valeur très simple, très claire. Et je pense qu'on a aujourd'hui aussi dans l'exécution réussi à créer le point d'entrée le plus simple aujourd'hui pour justement un néophyte qui veut démarrer. L'expérience produit est quand même extrêmement simplifiée et du coup ça a plutôt bien marché. Donc voilà, il y a des concurrents directs et indirects sur le sujet. Et donc là on est dans l'univers vraiment B2C, vous allez vraiment chercher le consommateur. C'est ça. Comment vous allez le chercher ? Pareil, alors là sur le consumer, c'est c'est un peu de la magie noire, j'appelle ça, parce que c'est très compliqué et je pense qu'il n'y a pas malheureusement en consumer, contrairement peut-être à d'autres en B2B ou autre, je ne pense pas qu'il y ait un modèle qui marche pour quelqu'un qu'on peut répliquer pour l'autre, puisque ça dépend de beaucoup de facteurs. Nous on parle de hook, notre hook c'est un peu comme notre produit d'appel ou l'accroche qu'on utilise pour acquérir des clients. Nous, c'est l'arrondi automatique qui marche notamment super bien. Ça, c'est quelque chose d'unique qu'on a chez Bitstack. On est les seuls à faire l'arrondi en Bitcoin. Et in fine, même si l'utilisateur n'utilise pas beaucoup l'utilisent, c'est la fonctionnalité principale de l'app évidemment, mais l'utilisateur utilise Bitstack pour faire plein d'autres choses. Mais c'est ce qui parle pour la partie acquisition client. Donc dans nos messages, on parle beaucoup de l'arrondi, on explique et on met en avant l'aspect ludique, indolore qu'on a mentionné plus tôt. Donc on teste pas mal de canaux. On a un blog, on est présent sur les réseaux sociaux, on fait des podcasts. Ce soir par exemple, je serai présent sur un AMA, donc un Ask Me Anything sur Twitter, sur Telegram, pour discuter un peu avec la communauté, y répondre à des questions. On fait tourner des pubs, on a travaillé avec des influenceurs. Voilà, on teste un peu tous les canaux puisque c'est un peu le nerf de la guerre dans le consumer, l'acquisition client. Et il y a des choses qui marchent plus ou moins bien, donc après on élimine ce qui marche moins bien, on mise double sur ce qui marche bien. Et aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à trouver une machine d'acquisition client qui fonctionne plutôt bien puisqu'on est sur plus de 20% de croissance. Super. Avant de continuer et de parler de cette levée de fonds et puis des perspectives futures, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Et tu as parlé de McGill, de ton expérience là-bas. Donc vous avez créé Bitstack en 2021. C'est et ça. en 2022, vous faites partie de Y Combinator. C'est ça. Donc là, c'est quand même le rêve. On en parlait là aussi tout à l'heure avant de commencer. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton expérience là-bas ? Ouais, alors je vais la partager presque de A à Z, mais je vais essayer de garder ça court, mais parce qu'on nous pose beaucoup de questions aussi sur le avant, c'est-à-dire comment
on entend parler de Y Combinator, comment on postule, comment on peut rentrer. Bon, là c'est facile de faire court. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de sauce magique, ou il n'y a pas de sauce secrète. Le processus est extrêmement standardisé pour entrer à Y Combinator. Donc, il suffit de postuler. Il y a 2 cohortes par an. Ils appellent ça Summer et Winter. Donc, nous, on a fait partie de Summer 2022, donc 2022. Et donc, vous allez sur le site de Y Combinator et vous pouvez postuler tout au long de l'année d'ailleurs. Il n'y a pas vraiment de date. Et donc, nous, on a postulé. Et ensuite, il y a 2 étapes, tout simplement. La première étape qui est un dossier classique de candidature en ligne. Donc vous appuyez sur postuler et vous répondez à des questions très classiques. Qu'est-ce que c'est que mon business? Quelle est l'équipe? Présentation d'équipe, je fais une démo produit, une vidéo des cofondateurs qui se présentent et qui pitchent un peu l'idée. Voilà, donc là il n'y a pas de surprise. Vous soumettez et ensuite vous êtes invité ou non à passer un entretien. Et l'entretien est assez connu puisqu'il ne fait que 10 minutes. Donc déjà il n'y a que 2 étapes et en plus la deuxième étape ça dure 10 minutes. C'est un entretien assez rythmé, on va dire, puisqu'en 10 minutes, malgré le fait que ça soit 10 minutes, il y a quand même une trentaine à 40 ou plus questions sur 10 minutes. Donc c'est vraiment un peu du question firing comme ça. Pose des questions qui n'étaient pas préparées à l'avance, un petit peu quand même. Il y a des bases de données de questions, parce que voilà, ça reste des questions sur ton business. Vous construisez quoi, qui sont vos compétiteurs. Mais voilà, pose 40 questions en 10 minutes. Mais ils sont connus pour poser une question et attendre une réponse extrêmement courte et concise. Oui, j'imagine. Parce qu'on demande un chiffre. L'erreur fatale, c'est d'expliquer le pourquoi du comment. Non, la question sur le chiffre, la réponse, c'est le chiffre. Ouais. Et s'il veut savoir plus, il posera une question de plus. Bon, c'est une mécanique spéciale à Y Combinator. Et du coup, il y a cette préparation-là. Et l'avantage, c'est qu'après 10 minutes, dans les heures qui suivent, on sait si on est pris. Ils envoient un email et c'est réglé. Donc, c'est un processus extrêmement court. Et ensuite, on est pris ou non. Pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, c'est sur en tout cas la cohorte, donc S22, parce qu'il y en a déjà eu 2 maintenant depuis, si je dis pas de bêtises. C'est à peu près 20 000 candidatures pour 200 boîtes retenues. Donc, on passe de 20 000 à 2 000 sur la première étape et de 2 000 en entretien à 200. Donc, c'est à peu près un taux de sélection d'1%. Ouais. Et c'est serré quand même. Par contre, la clé, le résultat à la fin, c'est nouveau, ça a changé il y a même pas un an et quelques, $500,000 américains. Donc c'est un investissement, et Y Combinator, donc, qui est un investisseur de l'entreprise, qui t'accompagne même après les 3 mois de programme d'incubation. Donc c'est un accompagnement presque à vie, entre guillemets, à la fois en tant qu'entrepreneur, un individu, et à la fois sur la société. Donc c'est 3 mois de programme dans lequel on accède à la fois à une communauté de gens extrêmement brillants. Et donc ça c'est hyper intéressant parce que, comme ils disent, c'est en mettant plein de gens brillants ensemble qu'on crée un peu de la magie. Et donc c'est vrai, c'est des gens qui ont tous un parcours. Ça c'est le dénominateur commun de tous les gens qui font Y Combinator. Tout le monde a un parcours incroyable et en tout cas est très smart, très, très intelligent. Et après il y a des mentors qui sont donc les partenaires, ils appellent ça, qui sont les gens qui t'accompagnent là dans le concret, qui te challenge sur ton business, qui sont des entrepreneurs accomplis généralement, de différents milieux et différents secteurs. Ça c'est des gens qui ont une intuition, on voit le recul et le retour d'expérience, puisque c'est des gens qui ont une intuition inégalée d'après moi sur ce qui marche pas. Ils ont des retours extrêmement pertinents. Et du coup ça te permet d'aller beaucoup plus vite et en fait de sauter des étapes et de pas faire des erreurs que eux ont peut-être fait d'ailleurs, ou d'autres ont fait. Donc ça c'est un peu les 3 valeurs ajoutées de Y Combinator: l'investissement, donc le capital, la communauté d'entrepreneurs, et ensuite la communauté des mentors et partners. Voilà. Et donc en sortie de YC, on les a eu en tant qu'investisseurs. On a fait rentrer d'autres investisseurs donc sur ce tour de table de 2 millions d'euros. Et c'est ce qui nous a permis d'aller un peu plus vite et d'être là où on est aujourd'hui. Superbe. Mais t'as continué, puisque t'es quand même assez intéressé par les communautés, entre Bitcoin, Y Combinator et puis maintenant donc Station F. C'est ça. Donc je te reçois aujourd'hui. C'est vrai. Et pour la petite anecdote, on était à Station F avant Y Combinator. D'accord. Donc vous y êtes retourné. Voilà, qu'en fait quand on a lancé... alors, j'ai peut-être une petite anecdote que j'ai jamais racontée. Et comme on tourne ça à Station F, ça peut être pertinent. Quand on a créé la société en 2021, fin 2021, on veut participer à un incubateur.
Et Station F, je connaissais déjà. Et je décide, et comme moi j'étais quand je suis revenu en France, donc du Canada pour lancer Bitstack, voilà, pour encore une petite parenthèse, je suis retourné vivre chez mes parents, puisque évidemment je gagnais plus d'argent. Et moi je suis originaire du sud de la région sud, donc autour d'Aix-en-Provence. Okay. Bon, l'ambition c'était quand même de repartir de chez mes parents, puisque ça faisait des années que je ne vivais plus chez mes parents. Donc je ne comptais pas y rester, mais bon voilà, il fallait qu'on ait du financement, etc. Et donc je me disais que Station F pouvait être un bon pont pour être sur Paris, c'est quand même là que la plupart des choses se passent, et en même temps être dans un cadre, voilà, avec tout ce qui vient avec. On postule et Station F nous refuse. Voilà pour la petite anecdote. Donc Station F n'a pas, j'allais dire cru en Bitstack, bon j'exagère, mais ne nous a pas accepté la première fois. Et c'est sur la deuxième candidature qu'ils nous ont accepté. Donc pour la petite anecdote, comme quoi il faut persévérer. Il faut persister, voilà, persévérer. Vous avez dû vous améliorer entre-temps. On s'est amélioré. Y Combinator nous a pris, donc ça a été un bon gage de confiance aussi. Ouais. Mais voilà, donc on a été à Station F depuis début 2022, donc janvier. Okay. On a fait YC juin, juillet, août. Y Combinator, et ensuite on est revenu à Station F puisque Y Combinator est à San Francisco. Donc on a voyagé entre les deux, et ensuite là on est de retour à Station F où nos bureaux sont situés. Vous êtes combien chez Bitstack ? Aujourd'hui on est 8 maintenant, et on a encore 2 postes d'ouverts, donc 2 recrutements en cours pour passer à 10. Et les postes Alors les 2 postes en cours, on a un responsable risque et conformité, donc un Head of Risk and Compliance, qui est un poste clé pour nous, compte tenu du sujet et de tout ce qu'on a évoqué avant, et un Social Media et Community Manager, puisque il y a quand même toutes les communautés dont on a parlé, qu'on essaie d'animer, de faire grandir sur les réseaux sociaux, donc il y a toute une partie intéressante à ce niveau-là aussi. Et sur les 8 personnes, donc vous êtes plutôt sur le produit, des développeurs? Alors beaucoup sur le produit. Moi j'ai encore aujourd'hui beaucoup une casquette produit. Bon, c'était mon métier avant, et il y a toute la partie vision produit à communiquer, et même dans l'exécution du développement produit. Mon CTO, donc mon cofondateur, qui est lui directeur technique, voilà, il a forcément, quand on fait de l'ingénierie, il y a une casquette produit aussi, mais et aussi toute la partie de développement concret de l'app. On a un autre développeur qui travaille avec nous sur le produit aussi. On a un designer produit qui fait toute la conception UX, donc interface utilisateur, enfin UI pardon, interface utilisateur, et UX, expérience utilisateur. Et après on a un directeur marketing, et on a une personne en conformité déjà, parce qu'il y a quand même des sujets opérationnels sur la conformité, des procédures à respecter. Et ensuite on a quelqu'un qui fait le support client, donc le service client, puisque dans aussi cette démarche d'être extrêmement accessible à tous, on a un chat dans l'app ouvert pour que les gens puissent communiquer directement avec nous s'ils ont des questions sur différents canaux, mais notamment par chat directement dans l'application. Voilà. Donc vous venez de lever 2 millions d'euros auprès donc notamment de Founders Future, c'est ça. YC, Kima Ventures aussi. Effectivement. Bon, donc on retrouve quand même l'équipe Station F, Xavier Niel, Goodwater Capital, Soma Capital. Donc quel est l'objectif avec cette levée de fonds? Donc se développer. Comment vous allez quel est votre plan d'action? Il y a 3 axes de développement, 3 objectifs. Le premier, c'est de continuer à financer cette croissance-là, puisque voilà, on a eu des recrutements un peu clés là à faire, donc 2-3 recrutements. On a recruté un autre, donc ingénieur mobile, qui va s'occuper vraiment de la partie front de l'application, que j'ai pas mentionné, qui nous rejoint. Donc voilà, financer cette croissance, continuer à investir dans les canaux d'acquisition qu'on a, notre podcast, le produit, etc. Deuxièmement, purement l'exécution de la roadmap produit, donc les nouvelles fonctionnalités à venir. On en a parlé dans le communiqué de presse. La grosse annonce était aussi le projet de lancement d'une carte de débit, donc la carte Bitstack, puisque ça fait peut-être le pont sur les ambitions futures qui sont pour nous un point de départ autour de l'épargne, avec une proposition de valeur très claire, très simple comme on l'a dit, à une ambition plus grande qui est de finalement devenir potentiellement le compte principal de nos utilisateurs. Et donc l'application qu'on développe, on va émettre un compte courant, enfin on va créer un compte courant en euros. Donc les utilisateurs vont disposer d'un IBAN directement dans l'application, donc ce qu'on retrouve dans certaines néobanques, et avec un
Donc elle aura double interface, un compte courant en euros et un wallet, un portefeuille Bitcoin, celui qu'on a déjà, pour en fait fournir une expérience utilisateur beaucoup plus complète à l'utilisateur, puisqu'il y aura une carte d'adossé à ces deux comptes-là, qui sera une carte de débit qui permettra de dépenser soit ses euros, soit ses bitcoins, dans n'importe quel magasin marchand qui accepte les cartes Visa et Mastercard, et gagner. Donc elle a deux particularités cette carte. La première, de avoir l'arrondi automatique instantané bien sûr. Et deuxièmement, du cashback, donc des récompenses en bitcoin. Les utilisateurs pourront gagner du bitcoin sur chacune de leurs dépenses, puisqu'on est en train de développer un réseau de participants, de magasins participants, de magasins partenaires, pour que lorsque vous dépensez dans vos marques préférées, chez vos marques préférées, vous puissiez gagner du bitcoin lors de vos achats. Donc voilà, l'utilisateur pourra utiliser Bitstack pour déposer son salaire potentiellement, parce qu'il y a un compte en euros, pour acheter du bitcoin, créer son plan d'épargne, envoyer du bitcoin entre amis aussi, ou des euros, et avec cette carte pouvoir dépenser ses deux portefeuilles. Effectivement, là ça prend une dimension. C'est un autre palier qu'on est en train d'atteindre. C'est ce sur quoi on travaille en ce moment. Mais c'est un projet qui, voilà, compte tenu des ambitions, qui va mettre un peu de temps. Et on a prévu ça pour fin d'année 2023. Donc c'est pas si loin non plus. Ça va aller Faut vite, pas se dire. Ouais. Et on en parlait aussi. Donc vous avez noué un partenariat avec Waltio pour simplifier les déclarations fiscales des bitcoins. C'est ça. Et c'est vrai que ce qui m'a frappé, c'est que on est vraiment sur la même logique que vous avez chez Bitstack, qui est de démocratiser le bitcoin. Donc là, on parle de simplifier les déclarations fiscales des bitcoins. On est vraiment sur des usages classiques, traditionnels, des services financiers, mais rattachés au bitcoin. Donc on voit aussi dans ce que tu viens de dire cette volonté d'aller encore plus loin. Tu parles d'un réseau de partenaires, tu parles d'une carte qui te permet bien sûr d'avoir l'épargne automatique en live, mais tu parlais également de pouvoir payer en bitcoin. C'est ça. Donc tu touches un peu toutes les strates traditionnelles des services financiers et tu les convertis en bitcoin quelque part. En fait, l'ambition de Bitstack, c'est exactement ça, c'est de développer et de créer des produits et des services financiers classiques, mais qui tournent autour du bitcoin. C'est-à-dire que ces produits et services financiers, on les a pas réinventés. Les gens touchent un salaire. Il y a les cas d'usage du paiement, il y a les cas d'usage de l'épargne, il y a potentiellement tout ce qui tourne autour du crédit, des prêts. Donc tout ça, c'est des choses qui existent, qui existeront. Maintenant, l'actif sous-jacent peut changer. Et donc là, c'est là où nous, on développe tous ces produits-là et ces services-là, mais autour du Bitcoin. Donc c'est des produits financiers Bitcoin, donc du paiement en Bitcoin, du cashback en Bitcoin, la possibilité de toucher un salaire en Bitcoin. Voilà, ça sera plein de fonctionnalités qui seront disponibles dans l'app. D'avoir une carte, effectivement, Visa ou Mastercard, donc ça, on l'annoncera bientôt. Mais qui permettra de dépenser vraiment, pareil, de démocratiser. On pourra dépenser du Bitcoin dans n'importe quel magasin. Voilà, donc c'est vrai que on croit beaucoup que l'adoption massive du Bitcoin se fera pas en poussant la crypto aux gens, puisque s'ils sont pas prêts, ils sont pas prêts, mais plus en intégrant à l'inverse le Bitcoin dans des habitudes financières existantes. C'est comme l'arrondi, ça a été une première preuve, un peu simple, j'ai envie de dire, mais qui fonctionne, où les gens dépensent, ils n'ont pas l'impression d'acheter du Bitcoin, mais ils obtiennent du Bitcoin. Enfin, ils épargnent en Bitcoin en parallèle. Pareil, demain, la carte de débit permettra de dépenser des euros, disons qu'on reste sur un schéma classique, mais je vais gagner du Bitcoin en cashback, en récompense, sans m'en rendre compte. Donc c'est vraiment de cette manière-là qu'on pense qu'on va craquer un peu la partie adoption grand public de masse. Voilà, donc ça, c'est nos ambitions pour 2023 et ce que cette levée de fonds de 2 millions d'euros va nous aider à financer. Écoute Alexandre, je te remercie, c'est passionnant. On va bientôt s'arrêter, mais donc je vais poser une dernière question. Donc pour aller dans cette lancée, pour vraiment continuer à parler de l'ambition de Bitstack, et donc 2023, 2024 et après, est-ce que votre volonté, c'est de continuer dans cette direction et de continuer à prendre de l'ampleur et potentiellement de devenir une sorte de néobanque du Bitcoin ? C'est ça. L'ambition, c'est celle-ci, c'est vraiment de devenir une néobanque Bitcoin qui sera la néobanque avec tous ces produits et services financiers Bitcoin. Donc pour quelqu'un qui veut à la fois un compte courant en euros pour effectuer ses opérations du quotidien, mais avoir
une flexibilité absolue et aucune des contraintes qu'une banque classique peut imposer sur l'achat de Bitcoin, puisque c'est une réalité. Les banques sont assez contraignantes. Là, on a une expérience unifiée tout en un. Donc ça, c'est l'ambition. Pour cela, il y a plein de choses qui doivent être accomplies. Sur la partie réglementaire, c'est un sujet qu'on n'oublie pas, puisque c'est un prérequis. Donc Bitstack a pour ambition de suivre de manière proactive l'évolution du cadre réglementaire. On a parlé d'enregistrement PSAN, il y a l'agrément PSAN, l'agrément qui est quelque chose de beaucoup plus renforcé, beaucoup plus strict, mais qui du coup fournit une sécurité plus importante ou une confiance plus importante aux utilisateurs. Donc c'est pas négligeable. Demain, je dis demain, fin 2024, mais ce qui est dans pas si longtemps, on parle maintenant du texte de loi MiCA, donc pour Market in Crypto Asset, qui sera l'agrément européen standardisé pour qu'il n'y ait qu'un seul agrément pour opérer sur toute l'Union européenne. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc qui dit MiCA dit projet d'internationalisation ou de développement international. Voilà, donc côté produit, on est bien occupé. On a plein de projets qui seront annoncés bientôt, parce qu'il y a quand même des choses à un peu plus court terme, moyen terme et long terme, ce projet de néobanque Bitcoin. Et en parallèle, la partie développement à l'international qui passe par le réglementaire aussi, et structurer les équipes aux besoins au fur et à mesure qu'on évolue. Je pense que ça fait un peu le tour. En tout cas, on a de quoi faire avec tout ça, on va dire. Beau programme, effectivement. Écoute, merci beaucoup Alexandre. Merci à toi. À très bientôt. À plus, ciao.